que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture et pour une fois je n'ai pas 6 livres à vous présenter mais plutôt 4. Alors qu'est-ce qui justifie que je fasse un update lecture avec moins de livres que d'habitude? Il n'y a pas une raison à proprement parler, en réalité il y en a plusieurs, mais pour vous la faire brève, en été en général je lis un peu moins que les autres saisons, je sors davantage, j'ai repris le sport. C'est sûr que pour vous donner un ordre de grandeur, les bons mois je lis entre 10 et 12 livres et qu'au mois de juillet, mon bilan de lecture a plafonné à seulement 7 livres, enfin seulement avec des guillemets. Mais je compte bien me rattraper un petit peu en ce mois d'août et quoi qu'il en soit j'avais très envie de vous faire quand même une vidéo ce week-end, même si c'est pour vous parler que de mes 4 derniers livres lus. Au programme aujourd'hui je vous parlerai du 3e et dernier tome de la trilogie Le Joyau. Je vous donnerai ensuite mon avis sur l'ingrédient secret du bonheur. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé de Jeux d'innocence. Et je terminerai cette vidéo en vous disant ce que j'ai pensé de Dating You, Hating You. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le tome 3 de la trilogie Le Joyau écrit par Amy Wing qui a été publié par la collection R. Alors ce livre, vous me l'avez choisi pour intégrer ma pile à lire estivale et je vous en remercie une fois de plus étant donné que ça m'a permis de terminer une trilogie de plus cette année, ce dont je suis vraiment heureuse. Pour vous restituer brièvement l'histoire de cette dystopie, l'aristocratie utilise les femmes du peuple pour porter à leur place leurs enfants aristocrates dans leur ventre. Violette, l'héroïne, a elle-même été sélectionnée lors d'une vente aux enchères pour devenir mère porteuse et elle a alors découvert tout un secret concernant la condition de mère porteuse qui a fait en sorte qu'elle souhaite détruire l'aristocratie de l'intérieur. Pour vous rappeler très succinctement mon avis concernant les 2 premiers tomes, j'avais moyennement apprécié le premier tome, je trouvais que l'idée de base de la dystopie était sans sas, mais au-delà de ça, j'avais bien du mal à m'attacher au personnage et la romance m'avait vraiment laissé de marbre. Quant au tome 2, il m'avait davantage plu que le premier tome parce qu'il mettait davantage l'accent sur la partie fantastique de l'histoire que dystopique. Et au-delà du fait que je ne m'attachais toujours que très moyennement à la relation entre Violette et Ash, je m'étais quand même davantage rapprochée des personnages. Dans ce dernier tome, j'ai trouvé que l'aspect dystopique revenait vraiment en force. Violette retourne une dernière fois dans le joyau pour jouer le rôle qu'elle s'est elle-même attribué pour mener à bien son plan d'action et je dois vous avouer que j'étais plutôt satisfaite de la voir retourner dans le joyau qui est un monde perfide, un monde de tromperie, un monde où les apparences sont vraiment très importantes. Ça m'a permis de retrouver des visages familiers du joyau mais également d'en découvrir de nouveaux. En ce qui concerne les personnages dont on avait déjà fait la connaissance auparavant, j'ai pu constater qu'ils ont vraiment une fois de plus mûri et gagné en consistance au fil du temps. J'ai tout de même mis la note de 4 sur 5 parce que j'ai quand même trouvé qu'il y avait un petit bémol. Les actions menées par la rébellion sont un petit peu trop passées sous silence à mon goût. La fin m'a bien plu, même si je déplore un peu le fait que tout se soit résolu un peu trop facilement, un peu trop sans difficulté ni sans lutte acharnée. Il ne reste qu'il y a quand même une belle intensité dans les dernières pages, mais j'ai eu un petit goût de c'était trop facile tout ça dans la bouche. Et si je devais apporter une conclusion de manière un petit peu plus générale sur cette trilogie, je vous dirais que c'est une dystopie très agréable qui certes ne révolutionne pas le genre, mais elle a le mérite d'être plaisante, d'avoir des personnages qui gagnent en profondeur tout au long des 3 tomes et d'avoir un postulat de départ vraiment exceptionnel, en dépit du fait que la romance ne m'a à aucun moment plu ni convaincue. J'ai ensuite lu L'ingrédient secret du bonheur écrit par Laurel Remington qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Casterman. Alors ce livre je l'avais dans ma pile à lire depuis quelques mois maintenant et je ne trouvais jamais le moment adéquat pour l'en sortir. Ça y est, je l'ai enfin lu et quel bonheur! J'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5, je me suis vraiment régalée. C'est un livre orienté jeunesse, il peut se lire à partir de 10 ans. En général, je lis plus des livres pour les ados ou du young adult. C'est vrai que je lis rarement des livres pour les beaucoup plus jeunes. Scarlett a 12 ans et elle fait tout pour ne pas se faire remarquer. Il faut dire que sa mère est blogueuse professionnelle. Elle vit de sa passion, donc
donc de son blog et son sujet de prédilection c'est son adolescente de fille. Les principales lectrices sont les mères de ses camarades de classe mais également ses camarades eux-mêmes, ce qui fait que Scarlett ne sait vraiment plus où se mettre. Elle a l'impression que sa vie est étalée à la vue et au su de tout le monde. Pour vous dire, elle n'ose même pas s'inscrire à la moindre activité extrascolaire de peur de donner du contenu supplémentaire à sa mère. Un beau jour, après un concours de circonstances, elle va se retrouver dans la cuisine de sa voisine, qui trône en bonne place au centre de la cuisine un livre de pâtisserie. Scarlett ne s'est jamais intéressée de sa vie à la pâtisserie, mais en voyant ce livre, elle va avoir très envie de s'initier pour la première fois à cet art culinaire qu'elle va tout faire pour garder secret. Alors inutile de vous préciser que j'ai lu ce livre à une vitesse déconcertante, évidemment il est écrit pour les plus jeunes donc il est extrêmement abordable. J'ai trouvé vraiment très intéressante la relation qui est exploitée dans cette histoire entre la petite fille et la maman. Et j'ai vraiment eu du mal par contre à m'attacher à la mère parce que j'ai vraiment trouvé horrible le fait qu'elle fasse passer sa carrière avant son rôle de maman en humiliant et en rabaissant sa fille aînée au passage. La pâtisserie fait office dans cette histoire un peu de thérapie et j'ai trouvé que l'auteur en profitait pour aborder plein de thèmes très intéressants et très diversifiés également. Et pour vous dire, ce qui m'a le plus choquée, c'est qu'à un moment donné de ma lecture, vers la fin, je me suis étonnée à trouver des larmes sur mes joues, alors qu'il y a quelques semaines de ça en vidéo, je vous disais oui, moi je pleure pas souvent quand je lis un livre, alors je sais pas ce qui se passe en ce moment de ma vie, mais je dois être particulièrement sensible parce que j'ai pleuré en lisant ce livre. J'ai pleuré en lisant un livre que j'ai terminé pas plus tard que ce matin et dont je vous parlerai dans un autre update lecture, et j'ai pleuré en lisant également un livre que pour le coup je n'ai pas terminé, que je suis en pleine lecture. Je pleure tout le temps, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, j'ai été étonnée parce que bon, certes c'était un peu émouvant, mais bon, voilà, je veux dire c'est pour 10 ans quoi. Moi du haut de mes 28 ans, je m'attendais pas forcément à chialer en lisant ce bouquin et pourtant c'est ce qui s'est passé. En résumé, quand vous lisez ce livre, faut pas non plus avoir des attentes d'une lectrice de plus de 10 ans, il faut vraiment prendre l'histoire telle qu'elle arrive et c'est vraiment un récit que j'ai trouvé très attendrissant, j'ai vraiment beaucoup apprécié à tel point que j'ai fait ma petite curieuse et j'ai regardé sur internet pour vérifier si c'était un standalone ou pas et en réalité non puisqu'il y a un tome 2 qui est sorti en anglais pas plus tard qu'il y a quelques jours, il me semble qu'il a été publié le 2 ou 3 août. Et c'est vraiment tant mieux parce que je ne suis pas encore prête à dire au revoir définitivement à Scarlett et j'espère bien que cette suite sera traduite en français. Je passe maintenant à Jeux d'innocence qui est écrit par Jennifer Larmont-True et publié aux éditions J'ai lu. Alors ce livre je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Béa du blog L'Encre littéraire. Nous avions lu toutes les deux ensemble Le Jeu de patience qui est le premier tome de cette série de tomes compagnons l'été dernier. Le Jeu de patience avait été un beau coup de cœur. J'avais très envie que Jeux d'innocence en soit également un, mais je me disais que ça allait être compliqué de passer après Cameron qui est quand même l'un de mes book boyfriends préférés. J'ai dit préféré là, j'ai pas rêvé, j'ai dit préféré. Ok, oubliez ça les gars. Dans Jeux d'innocence, le personnage principal n'est autre que Teresa, Tess pour les intimes, qui est la petite sœur du fameux Cameron. Alors Tess se destinait à devenir danseuse professionnelle mais c'était sans compter avec une terrible blessure au genou. Au lieu d'aller suivre les études de danse qu'elle aurait souhaité mener, elle a dû se résigner à s'inscrire à la fac. Teresa retrouve à l'université Jazz qui est le meilleur ami de son frère Cameron mais également son petit flirt d'il y a un an. Elle s'est rendue compte que ses sentiments pour lui étaient encore très présents mais Jazz semble l'ignorer totalement. J'ai évidemment été plus que ravie de retrouver les personnages du premier tome, même si je dois dire que Cameron m'a moins plu dans ce tome 2 qu'il ne m'avait plu dans le premier tome. Mais bref, la tête d'affiche c'est vraiment Teresa. J'ai beaucoup apprécié cette fille qui manque un peu de confiance en elle. Je peux dire qu'elle doit guérir des blessures qui ont marqué vraiment son passé. Donc, quant à Jace, ce n'est clairement pas Cameron. J'ai eu un peu de mal avec ce personnage. Déjà je l'ai trouvé pas mal cliché, j'ai trouvé que l'auteur insistait un peu trop sur ses yeux gris argentés. C'est bon, on a compris que le gars il a les yeux gris, pas la peine de le sortir toutes les 5 pages parce qu'au bout d'un moment ça me ressortait juste par les trous de nez. Ce type c'est une vraie girouette. Alors ça peut éventuellement se concevoir en partie avec le fait qu'il entretient un lourd secret sur son passé, qu'il doit composer avec. Quant à son secret, je suis désolée de le dire, mais l'auteur a tellement donné d'indices au début de son histoire que je l'ai percé à jour mais hyper rapidement et je me suis dit s'il vous plaît faites que l'auteur le révèle très tôt dans le récit et heureusement
que c'est ce qui s'est passé. Heureusement que l'auteur très tôt dans son histoire dévoile son secret parce que sinon je pense que ma note s'en serait vraiment ressentie. Les livres sont quand même très différents l'un de l'autre dans le sens où le premier est assez choupinou. Il y a des trucs un peu sombres mais voilà, j'ai trouvé les personnages du premier tome beaucoup plus appréciables que ceux du second, mais je dois quand même convenir que l'intrigue du second tome est quand même carrément mieux ficelée et carrément plus prenante et trépidante à mon goût. Il y a pas mal de suspense. On a à un moment donné une révélation, mais au secours, mais complètement fracassante. J'ai lu ce qui s'est passé à un moment du livre et j'étais là, mais quoi? C'est pas possible, c'est une blague! Et non, c'était malheureusement pas une blague, mais ça m'a quand même mis un gros coup au moral. Et au final, c'était pas plus mal parce que ça a rendu vraiment ce récit encore plus prenant, encore plus vivant. J'ai donc mis la note de 4 sur 5 à ce livre. Ça reste une très bonne lecture et qu'il me tarde déjà de découvrir le troisième tome puisque l'auteur nous présente d'ores et déjà la tête d'affiche du tome 3 qui m'intrigue beaucoup. Et pour terminer cette update lecture, je vais vous parler de Dating You, Hating You, écrit par le duo d'auteurs Christina Loren et qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. Ce livre fait partie de leur collection New Romance et j'étais très emballée à l'idée de le recevoir parce que je n'avais encore jamais lu aucun livre de ce duo d'auteurs que l'on connaît pour leur série Wild Season et Beautiful. Carter et Evie se rencontrent tous les deux lors d'une soirée costumée à l'occasion d'Halloween qui est organisée par un couple d'amis. Ils vont tout de suite tomber sous le charme l'un de l'autre mais vont être immédiatement refroidis en découvrant qu'ils sont tous les deux des agents artistiques, donc bossant dans le showbiz à Hollywood, pour deux compagnies qui sont concurrentes. Et ce qui va les refroidir encore plus, ça va être quand l'entreprise d'Evie va fusionner avec l'entreprise de Carter et qu'ils vont tous les deux être mis en concurrence sur un même poste. Ils sont deux, mais il n'y a qu'un poste à pourvoir et ça va donc être la guerre pour l'obtenir. Alors ce qu'il faut savoir quand on lit cette histoire, c'est qu'elle fait vraiment la part belle à la sphère professionnelle qui est juste omniprésente. Je suis toujours très curieuse à l'idée de découvrir des choses que je ne connais pas, comme par exemple ce milieu professionnel, mais je dois vous avouer que ce milieu ne m'a pas vendu du rêve. J'y suis parfois allée un peu à reculons dans ma lecture tout simplement parce que voilà, j'étais pas intéressée par le cadre professionnel dans lequel se déroulait ce récit. Au-delà de ça, j'ai quand même beaucoup apprécié les personnages Evie et Carter qu'on découvre dans des points de vue alternés. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est leur petite joute verbale, c'est leur petite taquinerie et chamaillerie qu'ils entretiennent au bureau, tout simplement parce que ça m'a ramené à moi, ce que je peux également faire au bureau, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très consciencieuse, très rigoureuse. Quand je bosse et vraiment je me donne à fond dans ce que je fais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup taquiner les autres et je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai la tête à être aussi taquinée. Je dois réagir certainement très fort, que ce soit par mes gestes ou par mes expressions de visage. Ça doit faire rigoler mes collègues, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Comme je suis coutumière de ce genre de choses, c'est pourquoi j'ai pris tant de plaisir à lire ce livre parce que voilà, ça m'a fait un petit peu rappeler ma situation actuelle et ça m'a beaucoup amusée. Evie et Carter ont beau bosser dans le même milieu, ils sont quand même très différents. Evie est un vrai requin, elle a un caractère assez fort, elle a la gagne, elle sait vraiment ce qu'elle veut, elle a l'expérience pour elle. Carter pour sa part est un peu plus doux mais il est au courant qu'il a du charisme et il a l'habitude d'user et d'abuser de son charme ravageur pour obtenir ce qu'il veut. J'ai trouvé que ces deux-là étaient assez complémentaires, qu'ils allaient bien ensemble, mais la romance est vraiment très longue à se mettre en place. J'ai mis en tout cas la note de 3 sur 5 à ce livre parce que certes cette comédie romantique est drôle, amusante, pétillante, tout ce que vous voulez, les personnages sont chouettes, mais j'ai vraiment eu du mal avec le contexte professionnel dans lequel se déroule le récit et il y a également quelques longueurs qui sont venues malheureusement ternir mon avis général. Et voilà, mon update lecture est désormais terminé. C'est vrai que ça passe beaucoup plus vite quand je n'ai que simplement 4 livres à vous présenter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez lu un de ces 4 livres ou que vous êtes tenté d'en lire un, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour partager ça avec moi. Je vous fais quant à moi plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!